Bonjour, nous voilà de retour pour traiter la suite du thème de la consommation. La dernière fois, on s'est arrêté au niveau des conséquences de l'existence des biens collectifs. On a dit que deux conséquences essentielles sont produites par l'existence des biens collectifs. La première des conséquences, ça concerne le financement. Normalement, par quel moyen doit-on financer ces biens collectifs, étant donné qu'ils sont généralement offerts soit d'une manière gratuite ou bien d'une manière quasi gratuite. Deuxième des choses, qui doit produire, qui a à qui doit appartenir la compétence de la production, qui doit en fait assurer la production de ces biens collectifs. La première des conséquences, on a dit qu'il faut un financement par les prélèvements obligatoires, soit l'impôt, soit les taxes, soit les cotisations sociales. Deuxième, normalement, qui doit assurer la fourniture de ces biens, ce sont les collectivités. Voilà essentiellement les conséquences de l'existence des biens collectifs. Passe maintenant, deux constats doivent être faits. Le premier constat, ça concerne donc cette consommation collective. Généralement, pour mesurer son poids, il sera égal généralement aux dépenses engagées par l'État pour la production de ces biens. Toutes les dépenses engagées, mobilisées pour les produire, sont bien évidemment donc renseigne sur l'importance de cette consommation. Deuxième des conséquences en fait, un constat ayant plus d'importance, qui est très important, c'est que en raison du caractère apparemment gratuit ou bien quasi gratuit des biens collectifs, malheureusement, les usagers pourront être amenés à avoir des comportements qui sont indésirables, soit un comportement de gaspillage, sinon un comportement de type passager clandestin. Passager clandestin, c'est-à-dire toute personne qui consomme un bien fourni par la collectivité, un bien fourni par un effort collectif, mais qui paye peu ou bien ne paye pas carrément pour en bénéficier. Donc, ces comportements qui sont indésirables doivent être contrôlés pour le faire de cette production des biens collectifs une production efficace pour toute la société. Maintenant, l'existence également des biens collectifs, bien évidemment, euh, en fait, on renvoie à deux enjeux, c'est-à-dire on peut faire face à deux enjeux essentiels avec l'existence de ces biens collectifs. Le premier enjeu qu'il faut gagner, c'est le contrôle des consommations qui sont sensibles. Deuxième, c'est la réduction des inégalités par l'utilisation des biens collectifs. C'est-à-dire, ce sont deux enjeux essentiels auxquels que tout État, peut, tout pays peut confronter avec bien évidemment la production de ces biens collectifs. Le premier enjeu, c'est comment peut-on contrôler les consommations qui sont sensibles, c'est-à-dire les consommations qu'il faut encourager et d'autres qu'il faut décourager. Et deuxième enjeu qu'il faut normalement gagner, c'est de comment faire des biens collectifs un moyen efficace pour réduire les inégalités. Alors, les enjeux, pour les biens collectifs, justement, parce qu'ils présentent à leurs yeux, c'est-à-dire aux yeux des autorités, soit des mérites ou bien des démérites, donc il faut parfois interdire la consommation. C'est une perte, par exemple, interdire de fumer dans les lieux publics parce que ça touche à la santé publique. Même chose, interdire donc les voitures polluantes de rouler dans les villes surtout, obliger la consommation parfois de certains biens collectifs, surtout des biens collectifs qui participent à la formation, participent à la construction d'un capital humain. Et exemple, l'encouragement de l'éducation, même rendre l'éducation obligatoire, et les vaccins qui sont obligatoires, et ainsi de suite. Et donc, l'État doit ainsi donc prendre en charge la fourniture de ces biens. On a vu ça dans le cadre de la redistribution. La réduction des inégalités peut être faite on a vu trois instruments. Parmi ces instruments, ce sont les services, nos marchands, bien les biens,
les biens, les services non marchands, ou bien les productions non marchandes. Sinon, on peut parler ici des biens collectifs. C'est-à-dire avec beaucoup d'auteurs dernièrement insistent sur l'importance des biens collectifs dans la réduction des inégalités. Le dernier Piketty, donc, il a beaucoup insisté sur le fait que l'investissement dans l'éducation et de la santé sont deux moyens les plus efficaces pour réduire les inégalités. Alors, passons maintenant le traitement de la consommation théoriquement. En fait, dans cette partie, nous allons essayer de répondre à trois questions centrales. La première, quel est le niveau d'analyse économique le plus adéquat pour traiter la consommation? C'est-à-dire, doit-on opter pour un niveau d'analyse micro, qui est le plus adéquat pour traiter le thème de la consommation, ou bien le niveau d'analyse macro? Deuxième des questions, quelle est la place de la consommation dans les plans de la relance économique? Si par exemple il faut adopter un niveau d'analyse économique macro, quelle est la place et l'importance de la consommation dans les politiques de relance économique, dans les politiques de la relance économique? Troisième des questions, si la consommation est importante, quels sont maintenant les principaux déterminants de la consommation? Pour traiter pour répondre à ces questions, deux approches existent. La première approche, ça concerne l'approche traditionnelle ou bien les approches traditionnelles. Puis, deuxième, ce sont une approche moderne dont on va essayer de traiter donc, un certain nombre de théories qui sont nouvelles et qui ont essayé de traiter la consommation. Alors, commençons par la première approche, ou bien les premières approches, les approches traditionnelles. On va commencer par, généralement, dans l'approche traditionnelle, on oppose généralement la conception classique, ou bien les apports de l'école classique et néoclassique qu'on oppose aux apports de l'école keynésienne. On va commencer par les classiques et les néoclassiques. Dans l'analyse classique et néoclassique, généralement, s'intéresse beaucoup le comportement du consommateur, c'est-à-dire c'est le comportement du consommateur, bien évidemment, dans la recherche de la satisfaction de ses besoins et la maximisation de satisfaction de ses besoins, donc, qui tient une place essentielle dans cette approche. C'est-à-dire, on s'intéresse beaucoup à l'étude de la rationalité d'un consommateur, ou bien l'optimisation des choix d'un consommateur. Alors, donc, les classiques et les néoclassiques voient dans cette politique ainsi, parce que les classiques et les néoclassiques s'intéressent au niveau micro, bien évidemment, pour eux, ils voient dans toute politique de relance de la consommation une source potentielle de l'inflation et du déséquilibre extérieur. C'est-à-dire, pour les classiques et les néoclassiques, l'aspect ou bien le niveau d'analyse macro de la consommation n'est pas adéquat, n'a pas d'importance, et surtout toute politique de relance par la consommation ne produit que des effets pervers ou bien des effets qui sont négatifs. D'abord, donc l'augmentation de l'inflation, et il génère des déséquilibres extérieurs. Alors pour les néoclassiques, on va donc traiter l'apport des néoclassiques. Alors les néoclassiques, exemple Walras, donc Mills et ainsi de suite, ils ont tenté de répondre à une seule question, à la question suivante, avec un budget, comme par exemple pour un niveau de revenu donné, c'est-à-dire avec un budget bien déterminé, comment le consommateur arbitre entre les différents biens offerts sur le marché. Là, nous sommes dans l'école marginaliste, c'est-à-dire avec des ressources qui sont limitées. Généralement, le consommateur se trouve face à plusieurs choix, qui sont des choix parfois qui sont limités. Comment ce consommateur doit procéder, doit arbitrer entre les différents biens offerts sur le marché pour d'abord dépenser, ne pas dépenser le budget qui est limité, et tirer le maximum de la satisfaction. Leur point de départ, c'est d'abord la fonction d'utilité, c'est-à-dire déjà au niveau de la valeur des biens, la conception du classique est différente avec celle des classiques, et même chose pour la conception marxiste. Pour les néoclassiques, la valeur des choses dépend de leur utilité et non pas de leur coût de production, c'est-à-dire la valeur d'une chose ou bien d'un bien
il dépend essentiellement de la satisfaction, le degré de la satisfaction tiré de sa consommation. Et ça n'a rien à voir avec le coût de la production, si le cadre, comme si le cas pour le classique ou bien les marxistes. Parce que pour ces deux derniers, la valeur d'une chose, elle dépend le nombre des heures de travail incorporées, bien mobilisées pour produire ce bien. Pour les classiques, je reprends, pour les classiques, c'est la question de la rareté. La valeur d'une chose, ou bien d'un bien, elle dépend essentiellement, pour Adam Smith, elle dépend essentiellement de sa rareté. Donc, pour les néoclassiques, ils ont adopté une autre approche, c'est l'approche de l'utilité comme étant un déterminant essentiel de la valeur d'un bien. Alors, surtout donc pour les néoclassiques, c'est plutôt donc l'utilité marginale qui a de l'importance, et non pas ils n'ont pas donc ils n'ont pas l'utilité totale. C'est-à-dire, on s'intéresse de l'analyse à l'utilité tirée de la consommation de la dernière unité de le produit consommé, et non pas au total de la satisfaction de toute la quantité consommée. On s'intéresse à la dernière unité. Si par exemple l'utilité marginale, c'est-à-dire l'utilité tirée de la consommation de la dernière unité, est supérieure donc le coût dépensé, on continue de consommer jusqu'à quand est-ce qu'on maximise, on maximise l'utilité tirée, donc une fois que l'utilité marginale égale le coût marginal dépensé pour avoir la dernière unité. Alors, donc en fait, l'approche adoptée vers la fin par les classiques et les néoclassiques, surtout les néoclassiques, c'est l'approche micro. Pour eux, donc, l'approche la plus adéquate pour traiter la consommation, c'est l'approche micro. Alors, c'est le traitement du comportement de consommateur, bien sûr, dans sa recherche de maximiser l'utilité tirée de la consommation d'un panier de biens et de services. Alors, le plus important. Donc, je reprends pour les néoclassiques, le plus important, ou bien le niveau d'analyse le plus important, le plus adéquat, le plus convenable pour traiter la consommation, c'est le traitement du comportement des unités individuelles, c'est-à-dire des consommateurs, les uns, donc les uns et les autres. C'est-à-dire, on prend un consommateur, on essaie d'étudier son comportement et de lui dicter donc une manière rationnel pour maximiser l'utilité tirée et puisse tirer de la consommation d'un bien. Maintenant, passons la deuxième approche qui s'oppose à cette première, c'est l'approche keynésienne. Généralement, on va mettre l'accent sur la loi psychologique fondamentale de Keynes. Alors, donc pour Keynes, le niveau de consommation dépend essentiellement de revenus. Déjà, pour Keynes, la consommation elle est importante. Elle est importante, on va voir, de la relance de l'activité économique. Et cette consommation, elle dépend essentiellement de le revenu. Et c'est à noter, s'il vous plaît, qu'on parle ici de le revenu courant, c'est-à-dire le revenu courant. Alors, donc le modèle keynésien, donc pour Keynes, la consommation ici, c'est d'accord, est égal petit c fois y, c'est le revenu, plus C0, c'est une consommation incompressible. C'est-à-dire, donc, pour continuer à vivre, donc il faut qu'on consomme, soit avec même un revenu qui est égal à 0, on consomme, il y a toujours une consommation qu'il faut opérer. Sinon, alors on risque normalement de perdre notre vie. Alors, avec bien évidemment dans son modèle, C0, c'est une consommation incompressible, c'est-à-dire la valeur de la consommation quand Y est égal à 0, c'est-à-dire le minimum qu'il faut consommer même avec son revenu. Deuxième élément, c'est petit c, c'est la propension marginale à consommer qui est égale, bien évidemment, PMC, qui est égale à la variation de la consommation sur la variation de le revenu, c'est-à-dire la tendance de la consommation lorsque le revenu augmente. Si par exemple le revenu augmente de 20%, combien, bien évidemment, de combien la consommation augmentera-t-elle? Donc, il indique la proportion de l'augmentation de revenus consacrée à la consommation. Alors, maintenant, définition de la loi psychologique fondamentale. En quoi elle consiste? C'est simple. C'est une loi selon laquelle la consommation augmente avec le revenu. C'est-à-dire, ici, le déterminant
de la consommation, c'est le revenu. Lorsque le revenu augmente, automatiquement la consommation augmente. C'est-à-dire, alors que si par exemple on croit que la consommation est un déterminant essentiel, par exemple de la croissance, ou bien elle participe activement de la relance de l'activité économique, qu'est-ce qu'il faut faire pour augmenter de la consommation? Il suffit d'augmenter le revenu. Mais regardez, le rythme n'est pas le même. Donc cette loi psychologique fondamentale insiste sur le fait que c'est vrai, avec l'augmentation de le revenu, la consommation augmente, mais elle n'augmente pas avec le même rythme. Le rythme de l'augmentation de la consommation est plus faible que le rythme de l'augmentation de le revenu. Par exemple, si le revenu augmente d'un ménage ou bien d'une personne augmente de 20%, sa consommation n'augmentera pas de 20%. Il peut augmenter de 10%, 15%, 5%, mais toujours la variation, la variation de la consommation est toujours inférieure à la variation de le revenu. C'est pour cette raison, regardez, la propension marginale à consommer, elle est toujours entre 0 et 1. Petite remarque, on peut calculer la proportion moyenne de consommation qui correspond à la part moyenne de revenu global affecté à la consommation. Donc, on divise la consommation totale sur Y. Donc, on trouve est égal vers la fin à la proportion marginale à consommer plus c'est 0 sur Y. C'est-à-dire vers la fin, toujours la proportion moyenne à consommer elle est supérieure à la proportion marginale à consommer. Parce que donc il est égal, regardez, donc PM c'est la proportion moyenne à consommer, il est égal la proportion marginale à consommer, plus une constante qui est égale, c'est 0 sur le revenu. Alors que la proportion marginale est constante, il est toujours, on la considère comme étant constante dans le modèle keynésien, la proportion moyenne est décroissante en fonction de le revenu. Regardez pourquoi elle est décroissante. Au fur et à mesure qu'on augmente le revenu, C0 sur le revenu baisse. D'accord, c'est 0 sur le revenu. Lorsque Y augmente, le rapport C0 sur Y, donc il baisse. C'est pour cette raison, donc au fur et à mesure que le revenu augmente, la propension moyenne à consommer baisse, alors qu'on a dit que la propension marginale à consommer donc est constante. Alors pour Keynes, c'est vrai, donc pour Keynes, les facteurs qui déterminent la propension à consommer sont souvent très subjectifs, c'est-à-dire Keynes, dans ce cadre-là, justifie donc la constance de la proportion marginale à consommer. C'est vrai pour Keynes, les facteurs qui influencent la propension marginale sont plusieurs, ils sont différents, ils sont subjectifs. Parmi ces facteurs qui peuvent parfois expliquer la propension à consommer, l'importance, par exemple, la précaution, plus la personne donne de l'importance à la précaution, donc il peut baisser parfois sa consommation et donner plus d'importance à l'épargne. Même chose pour la prévoyance, pour préparer une retraite et ainsi de suite. Donc également, ceci peut conduire à la baisse de la propension à consommer. Quelqu'un qui fait beaucoup de calculs avant de consommer, ça également, il peut impacter les ambitions de la personne. Une personne ambitieuse peut également donc le voir, sa proportion à consommer donc change d'une période à une autre. L'indépendance de la personne, l'initiative, même l'orgueil parfois qu'on oppose à l'avarice. Une personne qui est avare ou bien une personne par exemple, peut trouver donc sa propension à consommer et modifier d'une période à une autre par je dirais, ces facteurs qui sont qualifiés pour Keynes comme étant subjectifs. Mais, regardez, mais pour Keynes, ces différents facteurs subjectifs on peut, c'est-à-dire le modèle keynésien, il reconnaît l'existence de ces facteurs qui peuvent influencer la propension à consommer, mais pour lui, donc, il les considère comme étant stables à court terme. C'est-à-dire, ils ne varient pas. Et c'est pour cette raison, la propension à consommer, la propension marginale à consommer reste constante.
Alors maintenant, dans le cadre à l'échelle macro, parce que c'est le niveau d'analyse préféré et même défendu par Keynes, pour Keynes, donc une relance artificielle de la consommation par l'État au moyen soit d'une injection de revenus dans l'économie est donc forcément efficace à court terme. C'est-à-dire, regardez toujours l'analyse économique ou bien l'apport keynésien, ou bien l'apport de Keynes. Généralement, il intervient dans une conjoncture, c'est-à-dire il résonne à court terme. Alors, à court terme, pour Keynes, la relance artificielle de la consommation, c'est-à-dire la consommation peut jouer un rôle fondamental et un rôle capital dans la relance de l'activité économique, mais à court terme. Maintenant, voilà donc pour Keynes. Maintenant, pour les nouvelles théories de la consommation. Donc, généralement, ici, on va essayer de répondre à la troisième question, qui est les déterminants majeurs qui influencent la consommation. On va commencer par l'hypothèse du Dusinville, ou bien son apport. Donc, pour Dusinville, il insiste pour cet économiste, la consommation à une période donnée dépend non seulement de revenus. C'est-à-dire déjà, Dusinville, il a nuancé la thèse de Keynes. Dans la loi psychologique fondamentale, Keynes, il a démontré que la consommation dépend de revenus et le revenu courant. Alors que pour Dusinville, la consommation elle dépend en partie de le revenu, mais elle dépend aussi donc des habitudes de consommation acquises antérieurement. Une personne qui a de l'habitude de consommer d'une façon modérée, même si son revenu donc a augmenté d'une façon très significative, exponentielle même, elle ne change pas radicalement c'est-à-dire de ses comportements de consommation. Elle continue toujours à consommer, même malgré que son revenu donc a augmenté d'une manière importante. C'est-à-dire les habitudes antérieures de la consommation influencent notre consommation d'aujourd'hui. Beaucoup de personnes aujourd'hui au Maroc sont très riches, mais elles consomment d'une manière modérée. Deuxième élément, elle évoque également l'effet d'imitation. L'effet d'imitation dans le sens que tout citoyen d'une classe sociale donnée tend à acquérir le comportement de la classe immédiatement au-dessus. C'est-à-dire on essaie de consommer. Pourquoi? Pour accéder. C'est une manière pour accéder donc à une classe sociale supérieure par l'effet d'imitation, c'est-à-dire on essaie d'imiter donc les autres, des personnes qui appartiennent à des catégories supérieures que la nôtre. Pourquoi? Pour se montrer comme quoi j'appartiens à cette classe sociale. Je suis ouvrier, je vais donc essayer de consommer de la même façon qu'un technicien spécialisé ou bien un technicien supérieur. Je suis un technicien spécialisé, je vais consommer comme étant un cadre au niveau de l'habillement, au niveau des restaurants qu'on fréquente et ainsi de suite. Alors, donc là c'est pour des individus. Maintenant pour le Milton Friedman. Milton Friedman, c'est quelqu'un qui a essayé donc de contredire les théories keynésiennes, et Friedman, donc il pense que le comportement du consommateur n'est pas lié au revenu qu'il perçoit à un moment donné, mais au revenu qu'il prévoit. C'est-à-dire, ici donc Friedman, donc il est pour la thèse suivante, c'est-à-dire la thèse qui précise que la consommation dépend du niveau de le revenu, mais pour Friedman, ce n'est pas le même revenu que celui de Keynes, c'est-à-dire le revenu de courant. Je consomme, par exemple, je suis maintenant, nous sommes mois par exemple de mars, pardon, je consomme sur la base des revenus de mars. Pour Friedman, non, je consomme sur la base, c'est-à-dire c'est vrai donc de ce revenu de mars, mais également des prévisions c'est-à-dire mes prévisions par rapport à mes revenus futurs, soit mes revenus futurs ou bien parfois mes dépenses futures. C'est-à-dire comme ça, donc ma consommation ne dépend pas uniquement de le revenu courant actuel, mais elle dépend de le revenu futur. C'est ce qu'on appelle pour Friedman, donc il insiste sur le revenu permanent. Alors le consommateur anticipe donc ses gains, prend ses décisions d'épargne ou de consommation en tenant compte non seulement de son revenu actuel, mais surtout donc de ses revenus futurs. Donc il rejoint dans la logique
C'est presque la même logique que celle de Keynes, sauf que pour Friedman, donc il insiste sur quoi? Il a inventé un autre terme, c'est-à-dire il a inventé un autre un revenu, c'est-à-dire un revenu que, que Milton Friedman a appelé donc le revenu permanent, qui tient compte le revenu courant, mais également des anticipations des gains futurs. Et toutes les décisions, l'arbitrage entre la consommation et l'épargne, donc se fait sur la base de ça, sur la base de revenu permanent et non pas de revenu courant. Alors le revenu permanent, c'est quoi? C'est la somme qu'un consommateur peut consommer en maintenant constant la valeur de son capital, non humain et humain. Là, c'est la source des revenus de travail à percevoir de l'avenir. Donc voilà une petite définition selon le Friedman. Exemple, un agent qui dispose d'un travail salarié et d'un appartement caractérisé par un revenu permanent composé de son salaire, mais également de le loyer perçu. Donc le revenu donc permanent, le revenu de manière générale, il se compose de deux choses, le revenu permanent et le revenu constant. Le revenu, transitoire peut être positif ou bien négatif. Alors, il n'est fonction que de revenus permanents, c'est-à-dire donc la consommation de manière générale, elle est fonction de le revenu permanent, ne dépend pas de revenu courant, car celui-ci peut inclure donc une composante transitoire. Donc là, le revenu courant, elle est égal au revenu permanent de 15, plus donc un revenu transitoire. C'est pour cette raison pour Keynes, pour le Milton Friedman, en fait, la consommation doit être réalisée en fonction de le revenu permanent. Pour cette raison de quoi? Parce que le revenu courant peut inclure donc cette composante transitoire qui peut être positive comme qui peut être négative. Comme en définitive, alors qu'en conclusion, la propension à consommer n'est donc absolument pas proportionnelle au niveau de revenus présents ou bien au courant, mais de revenus permanents. Voilà la conclusion de Milton Friedman. Donc, je récapitule, le plus important pour nous dans la théorie de Milton Friedman, c'est que la consommation dépend essentiellement de le revenu permanent et non pas de le revenu présent ou bien de revenu courant. Alors, la théorie énonce que les choix effectués par les consommateurs sont dictés non pas par le revenu effectif actuel, mais par leur estimation de revenus à long terme qui intègre les revenus passés, présents et même à venir. D'accord? Donc, comme ça, donc la question elle est plus compliquée que dans le cadre de la théorie keynésienne, étant donné que lorsqu'on parle de Friedman, on parle de quelqu'un qui croit aux anticipations rationnelles des agences économiques, spécialement les consommateurs. Voilà pour Friedman. Puis on passe les travaux de Stiglitz, quelqu'un qui a parlé de le comportementalisme de ruissellement. C'est une théorie qu'on a traitée dans le cadre de la redistribution. En fait, en quoi consiste? Il soutient que pour Stiglitz, il soutient que l'inégalité peut renverser l'idéal démocratique, détruit la confiance et rend l'économie moins stable et la croissance moindre. Là, c'est par rapport aux inégalités. Mais le plus important pour nous, c'est ça. Un comportementalisme de ruissellement, il consiste en quoi? Est une course à la consommation calquée sur celle des plus nantis, renforçant de facto donc les inégalités. Donc, cette théorie de le comportementalisme de ruissellement, donc il rejoint en partie la théorie de Ginsberg, c'est-à-dire l'effet d'imitation. C'est presque le même raisonnement. D'accord? On ici donc ceux qui sont généralement, lorsqu'on parlait des inégalités, c'est-à-dire il y a généralement des pauvres, ceux qui ont moins de moyens et ceux qui ont plus de moyens. Donc ceux qui sont pauvres, ils essaient de calquer leur mode de consommation sur celui des plus nantis, les plus riches, ce qui finit par quoi? Par renforcer de facto les inégalités. Pour nous, donc, dans le cadre de la consommation, on va s'intéresser à cette relation, à cette explication de la consommation. C'est-à-dire l'explication de la consommation s'explique ici par quoi? Par l'imitation de la même façon que du Ginsberg.
Alors, par opposition, il y a un effet de cliquet. Brown, en 1952, il a développé donc une théorie qu'il a appelée l'effet de cliquet. Donc cet effet, c'est-à-dire donc il explique entre parties la première théorie du Dusinville. Alors, certains économistes pensent qu'en matière de consommation, il existe un effet de cliquet. C'est surtout Brown. Ça veut dire quoi l'effet de cliquet? Il peut être défini comme étant la tendance du consommateur à maintenir son niveau de consommation antérieur, même en cas de baisse de son revenu. Là, c'est presque la même chose que c'est en fait, on peut comprendre ça dans le cadre de les habitudes antérieures du Dusinville, mais cette fois-ci dans le sens de quoi? De la baisse du revenu. Quelqu'un qui s'habitue donc à faire des dépenses importantes, une fois que son revenu baisse, il trouve des difficultés donc à adapter sa nouvelle consommation, à adapter son mode de consommation à sa nouvelle situation de revenu. Donc, ils essaient donc de garder le même niveau de consommation. C'est parce que donc c'est difficile donc de réduire son niveau de consommation. Donc, on essaie de maintenir le niveau de la consommation antérieure, même en cas de baisse de son revenu. Comment? C'est simple, de ce point de vue, donc le consommateur peut même amener à prélever sur son épargne présente ou bien future. C'est-à-dire comment on peut maintenir le niveau de la consommation alors que notre revenu baisse. C'est simple, soit par des épargnés, vendre les biens qu'on détient pour consommer, des investissements réalisés pour que certes les biens acquis, euh, on peut les céder. Pourquoi? Pour continuer à consommer de la même façon. Sinon, parfois, s'endetter, c'est-à-dire donc utiliser l'épargne future. Par l'endettement, peut augmenter notre revenu, donc il continue toujours à consommer de la même manière qu'avant. Puis, donc, on s'enchaîne avec la quatrième théorie, c'est la théorie du cycle de vie de Modigliani. Donc, pour Modigliani, le niveau de la consommation et le comportement de la consommation suit un cycle de vie. En fait, pour lui, un ménage a un cycle de vie, c'est normal. Et c'est-à-dire la consommation des personnes varie en fonction de l'âge. C'est l'âge qui explique notre âge, qui explique notre façon de consommer. Alors, donc, je reprends. Pour le Modigliani, un ménage a un cycle de vie. Et à chaque âge de cycle de vie, il correspond à certains besoins très spécifiques. Nos besoins pendant l'enfance ne seront pas les mêmes que lorsque, par exemple, on arrive à l'âge de 20 ans. C'est la même chose lorsque on arrive donc à l'âge de 26 ans, ne sont pas les mêmes besoins qu'avant. Donc, en fait, le plus important ici, c'est que nos besoins de consommation varient en fonction de notre âge ou bien de l'âge de cycle de vie. Alors, donc voilà, de ce point de vue, les individus sont prévoyants, capacité d'envisager donc et de planifier, et organisent alors la consommation. Donc, regardez, c'est pour Modigliani, le consommateur est un homo economicus. Un homo economicus, c'est-à-dire un être rationnel. Et les rationnels, c'est-à-dire donc il est prévoyant. Il a une capacité d'envisager et même de faire de la planification, de planifier, c'est-à-dire d'organiser sa consommation et son épargne en fonction de la durée, donc entière de leur vie. Ainsi donc, regardez, ici donc en bleu, c'est l'évolution de le revenu, en rouge, c'est la consommation. Et le cycle de vie il est réparti en trois étapes essentielles. La première, c'est l'enfance. La deuxième, c'est la période qu'on a appelée, que Modigliani a appelé l'activité, la période d'activité. Et la troisième, c'est l'inactivité, c'est-à-dire la retraite. Pendant l'enfance, donc le revenu, c'est zéro. On commence toujours avec un revenu zéro. Et c'est regardé donc parce qu'on peut commencer parfois très tôt à travailler. Donc, on va reprendre les 15 ans préconisés par le Bureau international du travail. Peut-être quelqu'un peut consommer, donc il peut continuer déjà à percevoir un revenu à partir de 15 ans alors qu'il est encore enfant. Est-ce que c'est le cas général? Mais ce n'est pas le cas général, hein. Mais il existe comme scénario. Alors que la consommation regardée donc n'a jamais commencé à zéro, donc il continue toujours à un niveau bien déterminé. Rappelons-nous donc le modèle de Keynes de la consommation incompressible.
Il y a toujours une consommation qu'on doit réaliser, malgré qu'on n'a pas de revenu. C'est-à-dire même avec un revenu égal à zéro, il faut consommer. Regardez, c'est vrai, donc pendant l'enfance, au fur et à mesure que que le revenu augmente, la consommation également augmente. Et pendant la période de l'activité, le revenu augmente, au début donc rapidement, puis il augmente d'une manière lente, puis relativement il se stabilise. Mais regardez, la consommation, elle est presque la même, elle est stagnante. Pourquoi? Parce que donc pendant cette période, les consommateurs, ils préfèrent beaucoup l'épargne que la consommation. Ils maintiennent leur consommation à un niveau bien déterminé. Ils essaient de profiter donc de profiter de l'occasion pour épargner davantage. Regardez pendant la retraite. Alors que ici, donc, c'est-à-dire par rapport à la théorie, donc dans l'enfance, la théorie de Keynes, il est vérifié, l'augmentation de le revenu implique l'augmentation de la consommation. Pendant la période de l'activité, donc, il n'est pas donc appliqué la théorie, on ne peut pas appliquer la théorie donc à la lettre. Pourquoi? Parce que vous regardez le revenu, il augmente, mais la consommation, elle est presque maintenue donc au même niveau. C'est-à-dire, elle ne varie pas d'une manière très significative. C'est-à-dire, donc, le déterminant de la consommation pendant l'enfance, c'est le revenu, mais pendant l'activité, donc, il existe d'autres choses qui ont plus d'importance dans la détermination de notre niveau de consommation, autre que le revenu. Pendant la retraite, au début, donc, c'est vrai, donc, on assiste à une chute, normalement de le revenu, puis elle se stabilise lorsqu'on se contente uniquement de la pension de la retraite. Et c'est vrai, donc, pendant cette période, regardez donc, on a une baisse, très, très, très remarquable de la consommation. Mais le revenu, donc, elle a baissé pendant une période, puis il s'est stabilisé pendant une longue période pendant la retraite. C'est-à-dire pendant cette période, c'est vrai, donc c'est la consommation baisse, mais également le revenu baisse. Mais vers la fin, lorsque le revenu est stable, encore, donc la consommation continue toujours à baisser. Pour récapituler, donc la Modigliani pour lui, donc cette relation entre le revenu et la consommation n'est pas toujours vérifiée sur toute la durée de vie, tout le cycle de vie d'un consommateur. Au début de l'enfance, il est vérifié. Pendant l'activité, relativement vérifié donc relativement, c'est-à-dire donc peut-être donc il influence, le revenu influence, mais il influence d'une manière faible la consommation. Pendant la retraite, donc pendant les premières années de la retraite, c'est vrai, donc il est vérifié, on assiste à la baisse de la consommation, en même temps à la baisse de le revenu. Mais après une période, donc, en fait, il n'est pas vérifié parce que le revenu reste stable, mais la consommation baisse, vu par exemple voilà, les conditions de la personne, une personne retraitée, un vieillard, généralement, il baisse, ses besoins de consommation sont en baisse. Voilà donc essentiellement donc, pour les théories qu'on peut mobiliser pour traiter la question de la consommation, c'est bien des théories traditionnelles que des théories classiques. On va se contenter de ça.